L'animation de nos jours, ça fait débat. D'autres préféreront l'animation de Mappa, ainsi que d'autres préféreront l'animation de Doga Kobo. Mais pourquoi ça a une aussi grande importance aujourd'hui et pourquoi ça pourrait poser problème? Yo les Slayers, c'est Iso, et aujourd'hui on parle d'animation. Namakura Gatana. C'est le tout premier animé de l'histoire, alors certes il donne pas très envie, c'est pas très bien animé, et ça donne pas envie qu'on s'y intéresse, bah c'est le seul animé que j'ai trouvé dans ces périodes-là. Parce que oui certes, de 1939 à 1945 c'est la guerre, et les animés qui sont faits en rapport dessus, bah c'est sur la guerre, donc c'est plus une propagande qu'autre chose. Donc on va faire un bond dans le temps, jusqu'en 1963, là où l'histoire de l'animation a commencé, avec l'arrivée d'un certain Osamu Tezuka. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu parles d'Osamu Tezuka alors que c'est un mangaka? Bah contrairement à d'autres mangakas de l'époque, Osamu Tezuka il avait son propre studio d'animation. Il a notamment adapté deux de ses œuvres principales, Dororo et Astro Boy. Alors certes l'animation est pas très folichonne, mais c'est assez fluide pour l'époque. Mais les années qui nous intéressent vraiment dans ce contexte là, c'est les années 70 et 80. Dans le batteur à Candy, en passant de Nicky Larson à Dragon Ball, leur animation était toute particulière. Je m'explique. On pouvait passer d'une animation simple et épurée à la Nicky Larson à une animation voire ingénieuse à la Dragon Ball. Mais je vous avoue, il y a un studio qui se démarquait pas mal ces années-là. Je parle bien sûr de la Toei. Alors certes la Toei, je vais être honnête avec vous, c'était le Mappa des années 80 avec à leur actif comme licence Dragon Ball, One Piece, Senseiya et Hokuto no Ken. Et vraiment à juste titre, leur animation était juste parfaite, elle était juste énorme. Parce que encore à l'époque c'était fait à la main, il y avait une certaine beauté, un peu comme ce qu'on retrouvait dans Senseiya et Dragon Ball style couleur pastel. Ce qui était dingue avec ces années-là, c'est qu'on se prenait pas la tête, on appréciait ce qu'on regardait et on pouvait se dire là c'était fort, là ils tentent des choses. Parce que oui, à l'époque ils tentaient des choses, même s'ils n'avaient pas la technologie pour. Et le meilleur des cas pour moi, c'est Dragon Ball Z, la transformation en SSJ2 de Gohan. Alors pour faire simple, Gohan, il se fait maltraiter depuis le début du Cell Game, ses potes se font atomiser par des Cell Junior. Des Cell Junior! Vous vous rendez compte l'insolence de Cell? Et puis le truc qui n'a pas arrangé, c'est la mort de C16. Et là je vais vous illustrer ça. L'oiseau dans l'esprit de Gohan, c'est sa pureté, son innocence et sa bienveillance. Et quand il se fait détruire, Gohan laisse place au vrai guerrier qu'il est. Comme le dit la chanson, le coup du destin. Donc en gros, ce que je veux dire par là, c'est que Gohan a sacrifié son innocence, sa pureté et sa bienveillance. Et là c'était fort parce que chaque animé qui sortait à cette année-là, ben ils avaient leur propre animation et c'est ça qui était dingue. Par exemple, un autre exemple qui me vient en tête, c'est Iki versus Shaka. Alors oui, Iki passe le Nirvana de Shaka, mais c'est métaphorique, on te le fait comprendre par l'animation qui est très bien faite et qui est en raccord avec le style. Un autre cas très à part, c'est l'animation de Nicky Larson. Nicky Larson, pour désarmer un bandit, il va pas faire de chichi. L'animation est évidente et simple et épurée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle est réaliste. Pour continuer dans les exemples encore plus marquants, Evangelion. Oui, Evangelion s'est fait connaître grâce à son opening, mais aussi son animation. Je vais être honnête avec vous, j'ai jamais vu une animation aussi dérangeante sur des mechas et sur des humains. Et tout ça, l'animation nous le fait comprendre parce que, oui, la torture psychologique de Shinji, le mal-être solitaire de Asuka, mais le mieux qui représente dans Evangelion, c'est quand Ayanami fusionne avec le monde et avec Adam. Ou encore Akira qui avait une animation plus que qualitative pour l'époque, un peu à la dark cyberpunk ou futuriste. Tout nous fait comprendre dans les années 81-90, c'est que cette animation elle est rare, elle est inestimable, c'est du luxe. Et même, des petits animés pouvaient sortir ces années-là, ils avaient une bonne animation, ben ils arrivaient à se démarquer parce que c'était ça à l'époque. Encore le meilleur exemple, c'est Gohan SSJ2. Et c'est la preuve qu'on se dirigeait vers les années 2000 et que les années 2000 allaient nous réserver de bonnes choses. Les années 2000, c'est une nouvelle ère pour l'animation. Des animés à flux tels que Naruto, Bleach, One Piece, Monster ou encore Shaman King. C'est la quintessence de l'animation. C'est plus fluide, c'est plus digeste et c'est regardable. Mais attention, c'est quand même toujours un luxe. C'est quand même assez rare d'avoir une bonne animation. Mais on se dirige quand même vers une banalisation de tout ça. Un exemple qui vient en tête, c'est le combat de Naruto versus Sasuke. L'animation est incroyable, mais elle est innovatrice. On ne la retrouvera que des années plus tard sur le combat Naruto versus Pain dans Naruto Shippuden. Mais à l'inverse, une mauvaise animation, c'était encore toléré. On pouvait se dire, ah, ils ont pas les moyens ou tchic-tchac. L'exemple qui me vient en tête, c'est Baki 2001. À l'époque, c'était toléré, c'est ce que je disais, mais de nos jours, ce serait plus toléré. C'est ça la particularité des années 2000, c'est que contrairement aux années 80, là, on commence à comprendre que l'animation, pour certains moments, c'est important. L'exemple qui me vient en tête, c'est Luffy versus Crocodile. Luffy affrontant le gars, il est pas assez fort, il se prend un revers de bâton en se faisant planter. Et tout de suite, t'as le décor rouge avec la goutte de sang qui tombe sur le sol en résonnant. Alors certes, le combat ne s'arrête pas qu'à là, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je souligne, c'est la créativité des années 2000. Un exemple qui pourra changer la donne,
donne, c'est Death Note. Alors certes, Death Note n'a pas une animation flambant neuve, elle est pas flamboyante, mais c'est plutôt sa mise en scène qui prime. L'exemple qui vient en tête, c'est la mort de L. L'animation est correcte, comme je le disais, mais c'est tout ce qu'il y a derrière qui est important. Et ça, c'est intelligent. Un beau contexte peut te faire changer la façon de voir la scène. Du même style, c'est Code Geass, c'est grandiloquent. Animation, mise en scène, OST, tout est parfait. Mais là aussi, ce qui est important, c'est ce qui nous est raconté. Car oui, Lelouch a chapeautré son exécution de lui-même, tout seul, avec son anime Suzaku et c'est tout. Et c'est ça la force des années 2000. C'est que t'avais pas besoin d'une animation flambant neuve pour te faire ressentir un sentiment ou une émotion. La scène parlait d'elle-même. Pour illustrer encore mes propos, je vais prendre Mustang versus Envy. Ce qui est marquant avec cette scène, c'est que Mustang, il en a plus rien à foutre. Il veut se venger. Et l'impact des flammes sur Envy nous le fait comprendre. Ce sont des flammes vengeresses. Mais il y a aussi un anime qui allait à contre-courant de tout ça. Bien sûr, c'est Gurren Lagann. Animation gargantuesque, OST du 7ème ciel, Libera from Hell, t'es dans mon cœur. Histoire palpitante et personnages attachants. Et dites-vous que c'est un animé 2007. C'est ça qui est dingue. FMAB aussi était une bonne porte d'entrée à ce genre d'animation. Car oui, on allait vers de plus en plus une modernisation de l'animation. Là où dans les années 80 c'était plus lent, tu pouvais le voir, tu pouvais le sentir. Là dans les années 2000 c'est plus vivace, c'est plus impactant, c'est plus nerveux. Les années 2000 aussi c'est tout un tas de tests. Tester ce qui marche pas, et mettre ce qui est avant-gardiste à plus tard. Car oui, qu'on le veuille ou non, l'animation de Gurren Lagann et de FMA était avant-gardiste pour leur époque. Alors je ne dis pas, ils sont dignes, ils méritent d'avoir une animation comme ça. Mais il faut juste constater aussi que leur animation n'était pas les standards de l'époque. Parce que oui, il faut bien comprendre aussi qu'à ce moment-là, on est vers une digitalisation de l'animation, passer de fer à la main vers des ordinateurs ou des tablettes graphiques. Et ça, les années 2010, bah la digitalisation elle a été fulgurante. Mais on pouvait se dire, est-ce que les années 2010 allaient encore faire mieux? Spoiler, oui, je pèse mes mots, on allait avoir des bangers. Les années 2010, c'est banger sur banger. MHA, One Punch Man, La Saga des Fates, Fairy Tail, Arc Tartaros, Hunter x Hunter et Jojo. On avait fait un pas de géant au niveau de l'animation. Car oui, Boros vs Saitama, je suis toujours choqué 10 ans plus tard. L'animation est de 2015, mais on dirait pas tellement la upgrade. Parce que oui, la particularité des années 2010, c'est son lot de technologie qui arrivait en masse. Mais il y a aussi un problème dans tout ça. Bah, les petits studios pouvaient pas se permettre de payer toutes ces animations. Donc les gros studios prenaient la part du gâteau. Alors certes, il y a des studios qui ont réussi à se démarquer avec leurs œuvres et qui ont quand même réussi à s'établir. Mais aussi en 2010, on a l'avènement des réseaux sociaux. Ce qui était bien, c'est que tu pouvais parler de tes scènes préférées et des scènes que tu détestes. Ça, j'y reviendrai plus tard. Mais le principal, c'était d'échanger avec des passionnés. Pour vous donner un exemple, je vais prendre l'exemple de All for One versus All Might. Ce qui est détonnant avec cette scène, c'est le côté dramatique apporté. Jusqu'à la toute fin, le symbole de la paix fera preuve de sa puissance. Parce que oui, il ne doit pas faillir à sa tâche jusqu'au moment de sa destitution pour en choisir un nouveau. Ce qui est incroyable avec cette scène, c'est que le One for All de All Might s'efforce de briller. Parce que oui, All Might dans ce combat, il est dépassé. Les émotions et les valeurs qui nous sont transmises, c'est la tristesse et la déchéance. Car oui, le symbole de la paix dans My Hero Academia, c'est une institution. Si le feu s'éteint, il se rallumera ailleurs. Un autre contexte, mais pas du tout dans la même ambiance, c'est Fate Zero. Gilles de Ré est l'enfant. L'ambiance est sombre, limite oppressante. Gilles de Ré est invoqué, il libère l'enfant. Ryunosuke va intervenir, mais il lui fait chute. Et là, tu te dis, bon, qu'est-ce qui va se passer, bordel? L'enfant passe la porte, il se fait zigouiller. Et c'est très traumatisant. Mais c'est ça le but, c'est ça l'ingéniosité de cette scène. C'est parce que l'animation, elle survient pour te brusquer. Parce que oui, dans le même esprit, on peut se dire, putain, le gosse, il aurait réussi. Mais c'est ça aussi l'enjeu de cette scène, c'est parce que on te montre le désespoir du gosse. Une autre scène dans le même style, c'est Mélodas versus les 10 commandements. Bon, il y va, il est one shot un par un, il veut sortir son full counter le plus puissant pour tous les exterminer, et non, rien. Et Star Rosas le stop net. Et là aussi, l'animation, elle fait en sorte de te brusquer. Et à même titre que la scène de Fate Zero, cette scène est tout aussi choquante parce que Star Rosas après lui plante ses 7 cœurs. Oui, c'est 7 cœurs. Pour ceux qui n'ont pas vu, voilà, c'est pas assez compliqué. Mais c'était ça aussi le style des années 2010, c'est que il pouvait y avoir des pépites qui sortaient et ça pouvait te chambouler ta façon de voir l'animation actuelle. Un animé qui a réussi à faire ça pour moi. Je suis obligé de vous parler de Steins Gate. Oui, je suis obligé. Steins Gate, c'est un chamboulement à lui tout seul. Je m'explique. Plus que l'animation dans Steins Gate, c'est la mise en scène qui compte. Parce que oui, dans Steins Gate, le contexte est une équation. Je me l'explique. On va pas te faire poser la question de quel contexte, qu'est-ce qui se passe. Non, parce que le contexte, il brille seulement à la fin quand l'équation est résolue. Et ça, c'est très fort parce que à aucun moment, on te pose la question du contexte de, au début de l'animé, pourquoi il est revenu en arrière. Et ça, c'est brillant. Parce que oui, les animés de 2010, ils savaient nous satisfaire en qualité, mais ce dont on avait besoin. Alors oui, certes, avec des animés qui te laissaient sur ta faim. Coucou SNK, hein. Et c'est comme ça qu'on arrive vers les années 2019-2020. Et pour le coup, on est devenu beaucoup trop exigeant.
Depuis le début, je vous dis que l'animation a évolué en mieux. Mais vous allez me dire, Iso, c'est quoi le problème? Bah le problème, il survient en 2019-2020. Oui, on était en pleine période Covid. Les gens ne savaient pas trop quoi faire, on ne pouvait plus sortir, c'était le confinement. Donc naturellement, les gens ont commencé à regarder des animés. Mais le problème, s'il y a plus de monde qui regarde des animés, l'exigence, elle monte au fil des années. Et donc, ce qui était peut-être toléré dans les années 80 ou voire même 2000, bah ne l'est plus forcément aujourd'hui. Et tout ça aussi, on le doit à cause de la culture de la hype, qui littéralement bousille notre façon de consommer l'animation. Et tout ça, on le doit à un studio, bah c'est Ufotable, qui notamment ont fait les Demon Slayer. Alors c'est vrai, je peux même pas leur en vouloir, parce que c'est vrai que l'anime Demon Slayer, il est qualitatif. Mais le problème, c'est que certaines personnes trouvent que ça devrait être une norme. Et le plus souvent, ben c'est les nouveaux fans qui pensent ça. Encore une fois, je peux pas leur jeter la pierre, parce que c'est vrai, comme je l'ai dit, c'est qualitatif. Et si on était tous dans ce cas-là, et qu'on commençait les animés maintenant, bah on penserait pareil qu'eux en fait. Ce qui est d'autant plus marquant, c'est que maintenant, l'animation, ça s'uniformise. Et que surtout, j'ai l'impression qu'on met de belle animation pour des moments qui n'en ont pas besoin. Et il y a un exemple qui me fait penser ça. Bah je suis désolé les fans de One Piece, mais c'est One Piece. Là récemment, ils refont les épisodes de l'arc des hommes poissons. Ben moi, je vois pas trop à quoi ça sert. Puisque les épisodes, ils ont déjà été animés par le passé. Donc oui, effectivement, moi je trouve que ça ne sert à rien, à part juste mettre de la bonne animation et refaire l'animation en mieux. Il peut y avoir des mangas incroyables, mais des animés qui sont claqués. Et là, vous comprenez de quoi je vais parler. Je vais parler de Blue Lock. Parce que oui, l'animé est déjà assez controversé, mais si non seulement on presse les animateurs comme des ânes, qui non seulement eux sont poussés par la direction créative, bah ça donne des animés comme Blue Lock. Et en fait, le meilleur exemple, bah c'est la fin du match des U20. Animation incroyable, OST pépite, mais on nous a prouvé que c'était des animateurs compétents, mais avec une mauvaise gestion du budget. Ce qui est aussi triste de nos jours dans l'animation de 2025, c'est qu'on a aucune patience. On veut que ce soit vite fait et parfaitement. L'exemple qui me vient en tête, bah c'est JK0. Le film a été fait en 4 mois, déjà c'est pas humain, et en 4 mois tu peux pas avoir ce genre de résultat là. Dans le même exemple, on a Makora versus Sukuna. Dites-vous que de base, le combat est même pas achevé, mais aussi pour dire que ce combat, bah il a la même patte graphique que Teach versus Law. Et c'est ça qui est triste parce qu'on rentre dans une uniformisation de tout en fait. Car oui, avec ça, bah t'as plus d'originalité et surtout, bah rien ne se démarque. C'est triste parce qu'un animé comme Orb, dont on vante les mérites sur les réseaux, bah il se fait bouffer par une animation comme Solo Leveling ou encore ReZero. Alors encore une fois, je dis pas que ces animés là méritent pas leur animation, mais c'est vrai que nos standards actuels, contrairement à il y a quelques années, ont évolué. Parce que oui, 2025 c'est toujours en faire trop. Maintenant, on veut une animation bien belle, une animation haut de gamme, voire premium. Ma conclusion est qu'on pourrait croire que je chie littéralement sur l'animation de 2025, alors que non, pas du tout, je suis juste les problèmes qui vont avec. Parce que oui, l'animation de notre génération a évolué, et c'est pas mal, c'est pour le mieux. Mais ça apporte ton lot de problèmes, comme les réseaux sociaux, qui sont quand même un fléau actuel. Combien de fois j'en ai vu dire, ouais, cette animation est pas méritée sur certains animes. Ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'il y a des gens derrière ça. Il y a des gens qui travaillent, des gens qui donnent leur tri pour qu'on soit satisfait, et non. Nous on n'arrive pas à être satisfait. Parce que oui, c'est pour le mieux, comme je l'ai dit, qu'elle est évoluée. Et j'espère que ça va bien continuer. Parce que oui, le problème à venir, c'est l'intelligence artificielle, qui s'invite clairement dans les domaines artistiques. Car oui, l'animation, bah c'est purement artistique. Et aussi l'animation, c'est purement subjectif. Cette vidéo a pas été facile à tourner parce que je suis simplement un fan d'animation avec un regard de fan. Donc je suis encore désolé si ça a été brouillon ou même si j'ai pas réussi à formuler certains mots. Et au passage, je suis désolé si certains fans se sont offusqués, notamment les fans de One Piece. Mais en tout cas, c'était mon point de vue sur l'animation de 1963 à 2025. Mais n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires, ça m'intéresserait quand même vos retours sur la vidéo. C'était Iso, ciao les Slayers.